Macron, si vous voulez bien, parce que, bon, les jours passent, on parle d'Éric Zemmour, de Valérie Pécresse, on parle d'Anne Hidalgo, dont la candidature ne se porte pas très bien, on parle de Madame Taubira, qui pourrait arriver dans ce jeu politique dans les prochains jours, mais on parle assez peu du non-candidat, le président Emmanuel Macron. La réalité, c'est qu'on est à 100 jours de la présidentielle, 100 jours. Et finalement, il fait son petit bonhomme de chemin, toujours en tête dans les sondages, assez bourgeoisement installé, assez confortablement installé, Macron. C'est bien dit, Eric. Ouais. On va revenir sur les sondages dans un instant. Je voulais juste vous donner des nouvelles du président de la République parce que effectivement, il va prononcer ses vœux solennels donc demain soir, le soir du 31 décembre. Vous le savez, c'est à 20h précisément. Mais aujourd'hui, il a posté une vidéo sur son compte Twitter égrénant les grands moments de l'année 2021. Regardez. Est-ce que vous pouvez me pincer pour être sûr que ça arrive, s'il vous plaît? C'est énorme ce qu'a réalisé aujourd'hui Julien Lafilippe. Bonjour à tous, bienvenue dans la station spatiale. L'école, ça sert à apprendre des choses. Je leur ai fait une promesse, c'est qu'on repose le coq à la fin sur la flèche. C'est un chantier extraordinaire. C'est par le vaccin que nous pourrons nous en sortir. Le premier micro sur Mars, on n'a jamais vu de son sur Mars encore. C'est un progrès social majeur. Depuis le 1er juillet, la durée du congé paternité est passée de 2 semaines à 1 mois. Merci, ça va beaucoup nous aider. En tant que père, c'est vraiment très important. Adieu Pépé. La France est une chance. Et elle doit être une chance pour toutes et tous. Qu'est-ce qu'on est déjà? Ces Jeux Olympiques devaient se tenir. Ça va très bien se passer, vous allez voir. Ouais, vous allez... Allô, la régie, il dure combien le film d'Emmanuel Macron? C'est pas inintéressant, mais si ça dure 20 minutes, vous nous le dites, on le coupe et on en parle entre nous. Est-ce que vous pourriez me dire la longueur du film, s'il vous plaît? Il reste 20 secondes. Bon, pour regarder, on va regarder. Ma France, c'est Joséphine. Vive la République. Vive la République. Et vive la France. Vive la France. Bon, très bien. Alors, ça dure 1 minute 30. C'est quoi ce film exactement? C'est un film. Fait par l'Élysée, posté par le président de la République sur son compte Twitter cet après-midi. C'est un film. Ce qu'on appelle un clip de campagne. Un clip de campagne. Bon, c'est bien fait. Vous ne pleurez pas d'émotion, Judith Ventraume. Je me retiens à Elle est encore un peu éblouie. Je me retiens à campagne. Non, surtout, un clip de campagne, un président de la République qui n'est pas candidat n'est pas censé en faire. C'est tout. Oui, d'accord. Je voulais juste un slogan, la France est une chance. La France est une chance. On entend la voix du président qui dit la France est une chance. C'est un bon slogan de campagne. Ouais. Donc, il y a le clip, il y a le slogan, prêt à cuire, si j'ose dire, pour la campagne. Ça sent là, le slogan de campagne, ça c'est pas mal. Je dis ça peut être un slogan de campagne. La France est une chance. Ouais. Franchement, c'est plutôt pas mal. La France dans toute sa diversité. Non, vous avez l'air de douter. Vous êtes pas Non, emballé, c'est pas mal. La France est une chance. Je préférais la force tranquille de Jacques Séguéla et François Mitterrand. Mais la France est une chance. Bon, très bien. Et comment? C'est pas mal. Dites. Il y a les héros, il y a tous les héros. Oui, il y a tous. Vivants, morts, tous ceux qui ont apporté un petit peu de gloire à la France cette année. Donc, franchement, c'est la pilule antidéprime du 31. Avec un peu d'émotion. Jean-Paul Belmondo, etc. Voilà. Juste une chose. Depuis 3 mois, on nous dit attention au sondage du mois de novembre. Souvenez-vous, il y a 5 ans, Benoît Hamon était à 18% et il a fini à 6%. Méfiez-vous de novembre, méfiez-vous de décembre. Là, demain, on est en janvier. Il paraît que les sondages du début du mois de janvier sont plus intéressants et plus conformes à ce que pourrait être l'élection présidentielle. Donc la question que je vous pose avant tout le monde, puisqu'en gros c'est la question qu'on se posera dans 3 jours, la question que je vous pose avant tout le monde, c'est comment est Macron dans cette donne nouvelle là, qui s'annonce? Est-ce que Macron est bien? Est-ce qu'il doit redouter Valérie Pécresse? D'autres? Est-ce que vous pensez qu'il peut encore s'effondrer puisqu'il caracole en tête des sondages depuis de nombreuses semaines? Est-ce qu'il va y avoir un bouleversement début janvier, Arlette? Alors, je n'ai pas de boule et je ne vais pas vous faire des prévisions parce que vous avez remarqué comme à chaque fois, vous l'avez rappelé, on se trompe. Donc, je ne vais pas
jouer au petit jeu, mais c'est vrai qu'il a maintenu, comme on le répète depuis 5 ans, son socle électoral, 4 ans et demi, pour être très précise. Il a maintenu son électorat, voilà, il tient le coup. Après, il y a effectivement l'interrogation Valérie Pécresse, car pour l'instant, elle est la seule effectivement à incarner une alternative, la seule qui, si tout va bien, alors on peut faire la liste des si elle réussit, si elle ne rate pas, si elle arrive à tout ce qu'on veut, peut effectivement, au second tour, le mettre en difficulté. Sinon, ni Éric Zemmour, ni Marine Le Pen, à mon avis, ne peuvent battre évidemment Emmanuel Macron. C'est la même chose qu'on s'appelle Le Pen ou Zemmour. Je pense qu'on n'arrivera pas. Donc, pour Emmanuel Macron, le danger, c'est Valérie Pécresse. L'un des tout derniers sondages de l'année réalisé par IFOP, regardez pour le JDD, donc c'était le 20 décembre. Emmanuel Macron donc, est crédité à 25,5% des intentions de vote, et vous voyez effectivement suivi par Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Et le premier candidat de la gauche serait Jean-Luc Mélenchon avec 9,5% des intentions de vote. Alors, Emmanuel Macron, on va lire sagement, vous savez ce qui est inscrit en bas de l'écran, on va être sage. Emmanuel Macron, à 100 jours de l'élection présidentielle, bien évidemment, personne ne peut rien affirmer. Mais bon, je vous pose la question, peut-il être battu? Je ne sais pas, je peux vous la poser de plein de façons. Est-ce que Valérie Pécresse est la prochaine présidente de la République? Maxime Liédot. Mais peut-être, cher Eric Brunet, peut-être. Et tout le monde se pose la question de savoir si Emmanuel Macron va tenir, est-ce que Emmanuel Macron va bien? Non mais ça, peut-être, mais c'est surtout, est-ce qu'on va un jour essayer d'avoir un autre discours que le discours ambiant sur la France que pense être la France d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire en fait la France qui va bien, parce que l'électorat d'Emmanuel Macron, c'est plus ou moins la France qui va bien quand on regarde plus ou moins le socle électoral, même si c'est modifié au cours du quinquennat. Donc si vous voulez, c'est le sujet. On est quand même dans un pays où aujourd'hui, on nous fait croire, il y a un ministre de l'économie qui a le temps d'écrire des livres et c'est merveilleux, qui nous fait croire que l'économie est formidable, c'est-à-dire qu'on est à presque 8% de chômage, mais c'est le plein emploi, on est à 6% et quelques de croissance. L'année prochaine, on a une dette qui explose, 120% du PIB pratiquement. L'année prochaine, on n'est plus qu'à 3 derrière tous les autres pays européens, mais c'est pas grave, parce que l'économie va vermineusement bien. Le président de la République met au tout début de sa petite vidéo McFly et Carlito, parce que vous comprenez, c'est le moyen merveilleux qu'il avait de parler aux jeunes, mais on trouve ça totalement normal qu'il y en ait 600 000 qui doivent aller au Resto du Cœur pour aller se nourrir, et aujourd'hui, on se félicite qu'ils aillent faire des partiels en présentiel avec des conditions que je vous passe totalement et que tout le monde trouverait ça honteux si c'était dans un autre contexte. Donc vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même un discours ambiant, notamment de la part de l'exécutif, même sur la vaccination, même sur l'hôpital, qui est que de toute façon, tout va très bien, Madame la Marquise, nous avons fait le maximum et que tout ce que proposent les autres, on s'en fiche parce que nous sommes les meilleurs. Donc si on veut, et si en plus je vous fais ce petit discours merveilleux, sans prendre en compte le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui décident de ne pas aller voter. Et c'est un chiffre qui est en train de dégringoler dans toutes les études de sondage qu'on fait. Donc si on veut seulement faire gagner la France qui va bien et mettre totalement de côté et laisser à Marine Le Pen, Éric Zemmour et aux abstentionnistes, on va dire la France qui va mal, la France qui galère, et se féliciter d'aller distribuer des chèques à tire-larigot pour faire un plein défense, pour pouvoir mettre son chauffage, ou simplement parce qu'on fait son métier quand on est une infirmière en réa, et ben on continue sur cette voie, mais il ne faut pas s'étonner que le pays aille mal, c'est tout. Ouf. Oui. Voilà, ma plaidoirie était bruyante, si vous voulez. Au revoir. Au revoir. Il est parfois un peu plus réactionnaire que vous, Judith Totalement. Maxime Liédot. C'est vrai, je vais être jalouse. Non, quand on regarde les chiffres, certes, Emmanuel Macron se maintient depuis presque le début à un socle haut et est à un niveau qu'aucun de ses prédécesseurs n'a jamais atteint. Le plus remarquable d'ailleurs, c'est que pendant très longtemps, les Français ont vivement critiqué sa gestion de la crise, mais ça n'a eu aucune incidence sur sa popularité. Et là, même les courbes, les appréciations de sa gestion de la crise commencent à devenir plus positives. Donc on a l'impression que c'est une forteresse inexpugnable. Sauf que, alors il y a quand même deux constantes dont il a profité. D'une part, le quoi qu'il en coûte. Dans ce pays, la quasi-totalité des salariés ont profité du chômage partiel, ou en tout cas ont profité des indemnisations, de conditions qui ont fait qu'ils ont traversé la crise de façon relativement indolore. Alors, je comprends bien qu'en disant ça, je vais heurter des gens pour lesquels ça a été très douloureux, des entrepreneurs qui ont quand même été obligés de fermer, c'est vrai.
mais ils sont minoritaires. Et quelqu'un qui vous a assuré les moyens de continuer à vivre sans être trop affecté, c'est important. C'est lui qui tenait les cordons de la bourse et les Français le savent et lui en sont reconnaissants, même si, de par sa fonction, il n'y avait que lui qui pouvait jouer ce rôle. D'une part. Deuxième constante, l'absence de propositions audibles de l'opposition, des oppositions même, que ce soit sur la gestion de la crise sanitaire ou sur la... Tout le monde donne son avis sur la gestion de la crise. Citez-moi une solution qui a été sortie par Marine Le Pen, par Éric Zemmour ou par Valérie Pécresse, qui soit radicalement différente de la façon dont Emmanuel Macron à gérer les choses et qui ait été audible dans l'opinion. Moi, je n'en vois pas. Peut-être que les gens pensent différemment et s'expriment Moi, différemment, mais pas. ils votent la même chose. Maintenant, deuxième chose, quand vous regardez les chiffres, au second tour, Emmanuel Macron, dont on n'imagine pas, pour le coup, comment il pourrait ne pas être au second tour, va avoir un problème de report. Parce que quand vous regardez les candidats un par un, il y en a pour lesquels le vote... Enfin, il y a une course pour savoir quel est le meilleur opposant à Emmanuel Macron, une course à laquelle participent Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, on peut penser que ce sont des voix qui n'iront pas sur Emmanuel Macron au second tour. Si effectivement Valérie Pécresse se confirme comme étant la seule capable de figurer au second tour et de le battre, elle peut profiter de ses voix anti-Macron. Alors, il y a un truc, Jad Zab, que m'a dit un patron d'institut de sondage ici même il y a quelques jours, c'est qu'en janvier, il y a ce qu'il surnomme les sondages de la dinde de Noël. Parce qu'à Noël, toutes les familles, avec l'oncle du Berry, le cousin des Landes, le petit frère qui travaille à Bordeaux et le grand frère qui travaille à... Où on pourrait le mettre, le grand frère? Mont-de-Marsan, à Clermont-Ferrand. Tout le monde se retrouve. Et là, il y a le cousin qui est un peu plus influent, qui dit non mais moi cette année, je vote pas Le Pen. Et puis moi je vote Macron, etc. On discute et ça fait bouger l'opinion. Et le premier sondage qui témoigne de cela, c'est celui de janvier, début janvier. Et voilà. Non, les sondeurs disent ça. Vous voulez dire que l'élection rentre dans les têtes, en fait. L'élection rentre dans les têtes. On verra si... Et ça bouge un peu. On verra si qu'il va y avoir des mouvements dans quelques jours. Mais je me rappelle Christian Jacob, le patron des Républicains, qui voulait que la primaire des LR soit le sujet principal autour de la dinde de Noël. Donc là-dessus, c'est certain que les familles se sont réunies et qu'on a dû aborder l'élection présidentielle. Là, ça y est, à partir de demain. Alors il y a la présidence française de l'Union européenne que Emmanuel Macron va assurer, mais ça y est, la campagne présidentielle arrive. S'il fallait résumer, moi je dirais, pour rappeler le titre du livre qu'il avait écrit, c'était Révolution en 2016, je dirais révolution entamée mais inachevée. Entamée parce que c'est vrai, il y a eu une tentative de changer les pratiques politiques. Alors on voit que la pandémie est passée par là et qu'on a eu une pratique très verticale et très gaulienne des institutions. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, il faut rappeler ce contexte. Une crise des Gilets jaunes qui effectivement, si François de Rugy est responsable parce qu'il a mis en place cette fameuse taxe, dans les Gilets jaunes, il y a un ressentiment de plus de 30 ans. Il y a eu la pandémie, il y a eu un certain nombre d'affrontements entre des policiers et des citoyens, une crise d'autorité de l'État. Et moi, je dis, pour parler de ça, je parle d'une crise des consentements. Il y a en France ce que j'appelle une crise des consentements à l'autorité de l'État. Les Français... Parce que moi, je suis en crise de consentement à l'impôt. Exactement. Ça rentre dedans. Exactement. Ben, je vous offre mon livre juste après ce plateau. En effet, c'est exactement ça. Une crise des consentements à l'autorité de l'État qu'on voit dans les Gilets jaunes. Maxime mentionnait tout à l'heure l'abstention, mais quand on a élu en 2017 une Assemblée nationale avec plus de 50% d'abstention, si ça ne dit pas quelque chose de l'état de notre démocratie, c'est qu'on n'a rien compris. Et donc, en effet, il y a eu une volonté de changer des choses et en effet, la gauche est complètement absente du débat parce que moi, c'est mon analyse. Je pense qu'Emmanuel Macron a fait un certain nombre de choses que la gauche aurait voulu faire, qu'elle n'a jamais faites. Le prélèvement à la source, le dédoublement des CPCE. La gauche et le prélèvement à la source, c'est ambitieux. Le 100% santé, le fait qu'on puisse accéder à des prothèses, etc., le congé paternité, la fin de la taxe d'habitation. Je ne défends pas ce bilan-là, mais je dis simplement qu'il y a une partie de... disons que ça empêche une partie de la gauche d'exister dans le pays. Non, mais c'est pas mal, parce qu'on entend assez peu ça, et il y a un bilan de gauche. Il faudrait tracer le bilan de gauche des 5 ans de Macron. Je le dis sans ironie. Je pense qu'il y a vraiment un bilan de gauche. Pardonnez-moi, le bilan de gauche, il est totalement partisan, parce que le bilan de gauche, c'est aussi que toutes les réformes confondues économiques d'Emmanuel Macron, ça a rendu plus pauvres les 5%
5% les plus précaires de ce pays et ça a servi les 5% les plus riches. Et quant aux réformes, en quelque sorte, sociétales, ça me fait penser... dans un autre discours. Non, mais bien sûr. Mais c'est vrai, parce que quand on parle... Non, mais le plus redistributif de la Ve République avant le Covid. Mais je sais même pas comment vous... Mais je sais même pas comment vous... Mais je sais même pas... François Hollande. Ah oui, non mais voilà. Avant le Covid, il avait présenté... Mais avec quel effet, Éric Brunet, vous qui êtes libéral et qui êtes merveilleusement... Vous ne pouvez pas demander à l'État d'être efficace. Voilà, mais ça c'est votre thèse de désavoué, ça. C'est votre thèse non mais si je peux terminer, je suis d'accord avec vous, la réforme de l'assurance chômage qui n'est pas fondamentalement qualifiée de gauche, et dans le même temps... Et dans le même temps, sur la droite, il y a un discours, et moi je pense qu'Emmanuel Macron, son risque, c'est de se couper d'une partie de l'électorat de gauche qui paradoxalement a bénéficié des réformes dont je viens de vous citer, mais sur certains sujets, comme la laïcité, comme l'intégration, comme l'immigration, comme ce fameux projet de loi sur la lutte contre les séparatismes, avec, c'est vrai, pour le coup, une ligne plutôt droitière. Gérald Darmanin, Marlène Schiappa, Jean-Michel Blanquer. Je pense qu'en effet... Sur l'immigration, il a été droitier. Je pense que le discours de Gérald Darmanin n'est pas un discours de gauche, mais il faut l'assumer. Non, mais c'est ça le problème. La droite, elle est toujours dans le discours. Oui, c'est ça. Sur la laïcité, quand on nous dit, c'est la vision de Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, quand on nous dit qu'il faudrait ne pas porter de signe dans l'espace public, c'est pas une vision entre guillemets de gauche. Il n'y a jamais eu autant de nouveaux entrants, d'immigrés, de migrants, de nouveaux entrants au sens général en France que sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il y en a plus qui sont venus en France. Je parle de nouveaux entrants, au sens, vous m'avez compris, général, bien sûr, que sous Hollande. Je vous parle du discours. C'est pas Éric Ciotti, Emmanuel Macron. Bien sûr que non. Je vous parle du discours. C'est surtout que si l'électorat de gauche se détourne de la gauche, c'est précisément parce qu'elle tient sur l'immigration, sur l'islamisme, sur la laïcité, quand elle tient un discours complètement à côté de la plaque. Donc c'est la raison pour laquelle elle n'est pas demandeuse. Emmanuel Macron a vidé, grosso modo, on peut le dire comme ça, la gauche. Et sur la droite, c'est la raison pour laquelle, il me semble, Valérie Pécresse est celle qui peut battre, en effet, Emmanuel Macron. C'est parce qu'elle a un discours qui se rapproche beaucoup du point de vue. On oublie le donc principal. Emmanuel Macron intouchable, non, il peut être battu, il me semble. J'espère qu'Emmanuel Macron vous écoute, parce que comme c'est un peu bouché à droite... de changer la phrase Macron intouchable, ça ne plaît pas du tout à Jad Zab qui nous a dit qu'il était... il peut être battu, oui, par bien sûr. qui Il peut être par Valérie Pécresse. Par un réflexe, tout sauf Macron au second tour, dont Pécresse pour la réactivité de la régie. Bravo, merci beaucoup. Alors simplement, quand même, vous avez tout à fait raison, j'espère qu'à l'Élysée, on vous a vraiment entendu et qu'on est encore un peu plus convaincu qu'il faut mettre en avant le bilan de gauche d'Emmanuel Macron, parce que c'est vrai, comme il y a un peu embouteillage à droite, il faut qu'il regarde un peu du côté d'un électorat centre-gauche. Il n'y a pas de candidat de gauche. Justement. Je dis pas la peine. Votre propos, Arlette, quand même. Mais non. Votre propos, Arlette et Jade, sont tellement rares que j'aimerais le savourer encore de mémoire. Si vous étiez à un dîner face à des amis, vous avez la parole 2 minutes, qu'est-ce que vous leur diriez pour expliquer qu'il a... Emmanuel Macron, un bilan de gauche. Redites les mesures. Là. Non, mais moi, redites-les rapidement. Moi, je note. Sans aucun dogmatisme. Ça va très mal. Pour moi, quand on redonnez-moi le territoire du progrès. Redonnez-moi les mesures, s'il vous plaît. Sans aucun dogmatisme. Quand on fait le dédoublement des CP, CE1 dans les REP, REP+, je dis pas que c'est la solution, mais c'est cette politique de faire de l'école une chance pour tous. Et je pense que c'est une bonne chose. Quand on fait du 100% santé, le fait qu'on puisse accéder à des prothèses dentaires, à des lunettes et des prothèses auditives, il n'y en a pas 50, je crois que vous avez le choix entre 10, complètement remboursés par la sécurité sociale, ça me semble être une mesure d'égalité et de justice sociale. Quand on fait, c'est vrai que ça concerne peu de monde, mais la PMA pour toutes, sur les sujets sociétaux, ça c'est en gros la suite du mariage pour tous de François Hollande, mais c'est une réforme qui est plutôt ancrée à gauche. Quand on fait la suppression de la taxe d'habitation, alors bien sûr ensuite il faut voir comment elle est compensée pour les collectivités, mais sur le pouvoir d'achat, ça me semble être encore une fois une mesure de gauche. Et on le voyait, alors là je m'inspire directement du petit film que vous nous avez montré, le congé paternité, bien sûr que la droite peut le proposer, mais en effet, il me semble que c'est une réforme qui va dans le sens gauche. Mais si vous voulez, moi, j'aime pas résumer en gauche et en droite, mais là, en l'occurrence, ça me semblait aller dans le sens de pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron a, grosso modo, siphonné, si vous voulez, les différentes candidatures à gauche, c'est parce que le bilan sur les réformes de gauche est existant. Et quand vous rajoutez à ça le quoi qu'il en coûte, quand vous rajoutez à cela le quoi qu'il en coûte, il y a bien des gens de gauche, je suis désolé, il y a des gens de gauche qui disent
Il a été au rendez-vous. Oui, mais enfin maintenant, Est-ce que la droite aurait fait le quoi qu'il en coûte de la même manière? Pécresse dit il a cramé la caisse. Moi, je pense que quelle qu'ait été la majorité au pouvoir, on aurait eu un système de protection sociale. D'autant plus au rendez-vous. Selon les Échos, selon le quotidien Les Échos, les Français vont mettre plus de 60 ans à rembourser le quoi qu'il en coûte, alors que les Allemands vont mettre 15 ans à rembourser. Parce que la dette des Allemands était moindre de base. Donc, c'est facile. Moi, quoi qu'il en coûte, ma petite sœur aurait pu le faire. Hein, le quoi qu'il en coûte. C'est avec votre argent, Jeanne. Non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça que quand Maxime disait tout à l'heure que ça n'empêche pas de parler de la question de cette France qui n'est plus réindustrialisée, de cette France qui ne produit plus rien, de cette France qui n'est plus compétitive. Oui, en effet, parce que la dette, si on veut la rembourser, il faut de la croissance. Non, mais moi surtout, c'est pour ça que je disais révolution entamée, mais très clairement inachevée. Mais c'est là où on a un véritable désaccord, c'est que quand on parle maintenant, on dit mais regardez, l'électorat de gauche est content parce qu'on a fait la PMA, on a fait... Non, mais en gros, ce sont des signaux qu'on envoie. Ce sont des signaux qu'on envoie, mais c'est d'ailleurs le drame. Non, mais je vais quand même aller jusqu'au bout de cette idée, c'est-à-dire que c'est quand même le drame. On est persuadé aujourd'hui que la gauche, ce qu'elle attend, ce sont des réformes en quelque sorte sociétales. Or, il me semble qu'aujourd'hui, la gauche se déporte de plus en plus, justement, chez Marine Le Pen et chez Éric Zemmour, parce qu'elle, ces partis politiques, ces hommes, ces femmes politiques-là, parlent de la France. C'est-à-dire qu'elle dit, à l'époque, la France, quand vous viviez en France, quand vous étiez ouvrier, quand vous aviez des petits salaires, vous ne viviez pas formidablement, mais vous viviez en quelque sorte assez bien. Aujourd'hui, les réformes qu'on qualifie de gauche, ce sont des réformes où, en quelque sorte, la société se sent un peu plus libre. Je ne suis pas sûr que c'est le but absolu. Non, ce sont des réformes pour diriger vers des minorités. Exactement. Selon une stratégie. C'est ce que je voulais dire. Plus libre dans le sens qu'on peut faire un peu plus de choses. C'est du clientélisme, c'est ça. Absolument. Ah, mais bien sûr. Et ensuite, je finis sur ça. Les doubles, les CP, les CE1, non, mais dans une tous fois les REP et plus, c'est pas du clientélisme. Plus que critiquer. Mais non, mais c'est comme. Mais on a critiqué sur l'intervention à Marseille, on a vu il y a une situation dramatique, etc. Mais on est tous d'accord autour de la table pour dire que l'école est la solution. Et donc dans ces quartiers où on a des chances en moins quand on est, parce que en effet ce sont parfois des zones de non-droit, des zones où il n'y a pas de république, où il y en a moins. Moi, je considère pas que c'est du clientélisme. Je considère que c'est à l'État de mettre les moyens là où certains. Mais j'adore ce discours en France. C'est comme avec l'hôpital quand on dit mais regardez pourquoi vous pouvez vous plaindre de l'hôpital. Parce que la vaccination marche. Oui, et ensuite, on a fait le Ségur de l'hôpital, d'accord, mais quand vous convoquez à peu près, c'est le deuxième, je crois, point sur lequel tous les scientifiques, tous les médecins, tous les soignants sont d'accord, c'est pour dire que le Ségur, en soi, c'est peut-être bien, mais ça ne change pas les problèmes, en quelque sorte, absolument cruciaux à l'hôpital. Donc, si vous voulez, c'est un peu le même problème avec les classes. On peut dire, oui, mais on a fait le dédoublement des classes, mais ça ne change pas le problème majeur. Et ensuite, et je finis sur ça, je finis très vite. Oui, mais exactement, je finis en 2 points. Un, je pense que ce qui manque à Emmanuel Macron, c'est une véritable vision. On peut égrener en quelque sorte les réformes en disant il a fait ci à droite, il a fait ci pour la gauche, il a fait ci pour le centre, il a fait ci pour les agriculteurs. En attendant, regardez l'entretien qu'il a fait avec Audrey Crespo-Mara et Darius Rochevin sur TF1 et LCI. On a vu qu'il n'y avait pas une véritable vision. On sait peut-être où veut aller Emmanuel Macron, on ne sait pas où va la France. Et la dernière chose, c'est qu'en effet, je pense que ce pays manque un tout petit peu d'ambition. Mais c'est juste en termes de stratégie électorale. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron, candidat, essaierait de récupérer un électeur de gauche qui n'a pas son candidat à lui, d'une part, et qui, d'autre part, au second tour, ne votera pas pour l'adversaire de droite de Macron, quel qu'il soit. Non, mais celui-là, il est acquis. Donc ça prouve qu'il y a toute une France qui va mal. Donc il ne fera pas campagne à gauche. Justement, il a déjà l'électorat de gauche. Il n'est pas forcément acquis. Arlette Chapeau n'a pas parlé depuis 5 minutes, 10 minutes. Au moins 10. Contre un adversaire de droite ? Non, je dis il faut qu'il garde, on dit tout à l'heure, son socle. Il y a des électeurs de gauche. Il a quand même été élu par des électeurs de gauche en majorité. Il n'y a pas de candidat de gauche. Je peux finir. Pardon, il y a 5 ans, c'est quand même des électeurs de gauche qui ont porté Emmanuel Macron au pouvoir. Il y en a certains qui font la tête parce qu'ils pensent comme Éric Brunet, qui fait plutôt politique de droite. Voilà. Bon, mais là, je disais tout à l'heure, j'espère qu'à l'Élysée, on écoute ce qu'on dit sur ce plateau et qu'évidemment, il aura à cœur, Emmanuel Macron, de rappeler toutes ces décisions, je ne dis même pas une politique de gauche, des décisions qui plaisent à la gauche pour garder un électorat qui est de toute façon en déshérence. Ils ont personne. Donc évidemment, ils se disent... Donc il ne perdra pas. En revanche, il pourrait s'abstenir. En revanche, il se remet à parler de la PMA, etc. C'est l'électorat de droite qu'il risque. Ils peuvent s'abstenir, ces électeurs de gauche, en disant on nous a eu une fois, il y a 5 ans, Macron,
j'y crois pas, je reste chez moi. Alors que là, s'il y a des petits signes, si ce plaidoyer est entendu, eh bien, ils pourront dire finalement, Bien. il ne nous a pas trahis. Voilà. Bien. D'être venu, Jade. Merci d'avoir participé à ce débat. L'émission n'est pas du tout terminée, mais ça me permet de tourner la page. Nous avons encore 2 sujets majeurs que nous allons évoquer avec vous. D'abord, on va revenir sur le retour du masque, parce que on apprend, il y a des infos qui tombent de façon assez régulière. Mesdames, Messieurs, vous qui n'habitez pas à Paris, vous avez jubilé hier soir lorsque vous avez appris que les Parisiens allaient être obligés à partir de vendredi, tiens, vendredi c'est dans une demi-heure, allaient être obligés de porter le masque en extérieur, dans la sortie extérieure. Et vous vous êtes dit, c'est bien une pathologie de Parisiens, ça. Qu'est-ce qu'on rigole? Chez nous, ça risque pas d'arriver. Eh bien, malheureusement, c'est arrivé. Chez vous, le masque. Oui, regardez la carte. Mais vous l'aviez dit hier soir, à peu près à cette heure-ci. Il était 22h30 quand on a annoncé le retour du masque à l'extérieur à Paris. Vous l'aviez dit. Vous inquiétez pas, à Marseille et à Lyon, ça va venir. Regardez, 40 départements l'appliquent, ce masque à l'extérieur. Donc là, les départements en rouge, Magali, ce sont les départements qui sont masqués en extérieur dès demain matin. À partir de demain matin, effectivement. Est-ce que ça fait plaisir aux Français, ça? Entre raison et ras-le-bol, écoutez quelques réactions. S'il faut le remettre, on remettra, mais c'est vrai qu'on a un peu épuisé. Un jour, il faut rester chez soi, un jour, on peut ressortir, et c'est vrai qu'au bout de 2 ans, il y en a marre. Je pense que le gouvernement a peur de la réponse des Français en ces temps de fête, mais qu'aujourd'hui, il faut réagir. Parce que moi, j'ai pas envie d'être de nouveau reconfiné entièrement. Je trouve ça un peu embêtant. On était habitué à plus l'avoir, mais après, on est bien obligé. Et en vrai, vu qu'il y a beaucoup de monde quand même, je le comprends un peu. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc. Voilà. En ces temps électoraux, ça risque pas de braquer un peu les élus, ça Non, mais c'est surtout que ce qui est tragique, au bout d'un moment, je veux dire, des mesures, c'est formidable, mais il y a quand même quelque chose qu'on doit commencer à comprendre, notamment après 2 ans de crise, c'est que il va falloir intégrer que les mesures fonctionnent et sont acceptées seulement si elles sont proportionnées et si les gens les comprennent. Or, si ça fait à peu près 1 an qu'on dit que le masque en extérieur, on l'a supprimé pour de bonnes raisons, que ce n'est pas très utile, que le masque en extérieur, c'est réservé en quelque sorte pour les gens qui en ressentent le besoin, c'est-à-dire dans une rue un peu passante, dans un passage avec un peu de monde, s'ils le mettent très bien. Mais pourquoi en permanence ce caractère obligatoire? Le rôle de l'État n'est pas d'imposer et de faire comprendre qu'il est derrière chaque citoyen où qu'il se trouve. Le but de l'État, c'est de mettre à disposition les outils nécessaires pour lutter contre une pandémie. Par exemple, sujet totalement au hasard évidemment, mais de faire en sorte qu'il y ait assez d'autotests dans les pharmacies et que 58% actuellement des pharmacies ne soient pas en pénurie et dans les grandes surfaces et qu'ils ne nous refassent pas le coût totalement administratif de mettre ces choses-là en vente libre dans les grandes surfaces et à prix coûtant seulement pour 3 semaines. Donc ça fait partie des mesures qui sont absurdes et qui, je pense, en plus, vont réellement braquer les Français parce qu'ils ne les comprennent pas, ils ne les jugent pas proportionnés. Vous voyez bien, la plupart disent oui, mais vous voyez, on n'a pas le choix. Ah ben c'est sûr, mais si personne n'a le choix au bout d'un moment dans ce pays, ça va amener à une atmosphère un peu malsaine. Alors est-ce que c'est... Judith Ventrobe nous rappelait tout à l'heure que ce masque en extérieur, c'est à peu près la seule chose qui fait l'unanimité contre elle dans la communauté médicale. Tout le monde est d'accord pour dire que ça sert à rien. On réécoute Jean-François Saluzzo, le virologue qui était sur notre antenne aujourd'hui. On verra. Regardez, écoutez plutôt ses arguments. En extérieur, lorsqu'il y a une certaine distanciation, n'est pas utile. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est que tous les pays essayent de prendre des mesures pour essayer d'une part de freiner la circulation et pour rassurer les populations. Je crois qu'il faut éviter surtout la panique. Bon. Il est marrant parce qu'il commence par dire ça sert à rien. J'ai pas bien compris, voilà, le rapport. Mais que tous les pays cherchent un peu la solution. Mais c'est ça le drame. C'est pas une solution, ça. Ce qui est intéressant, c'est le début. C'est du bougisme. Il faut faire quelque chose. Il faut montrer le bougisme. Puis c'est cosmétique. Mais tout le monde est en train de dire que 2 ans après, on est encore à des mesures cosmétiques. Mais oui, et le problème, c'est que les médecins viennent sur des plateaux pour nous expliquer que oui, ça sert à rien. Bien sûr que l'utilité n'est pas prouvée, mais comme c'est cosmétique et qu'en quelque sorte, il y a encore quelques Français qui sont un peu trop bêtes pour avoir compris que le masque est utile, eh bien on va le mettre à l'imposer. Et ça, je trouve sincèrement que c'est tragique, autant dans le discours que dans les actes et que sur, on va dire, au fur et à mesure des mois, sur la crédibilité de la parole. Je veux dire, on a assez souffert ces derniers mois de la crédibilité de la parole, qu'elle soit scientifique ou politique. Je ne vais pas vous refaire l'historique, mais on est quand même passé de les masques, ça sert à rien, à on n'aura jamais de passe sanitaire, à on va vous expliquer pourquoi le passe vaccinal, aujourd'hui, c'est une évidence. Donc si on continue à avoir un refrain
refrain qui est totalement en désaccord avec le rythme de la chanson, au bout d'un moment, sincèrement, l'ambiance dans ce pays va être catastrophique. Et comme vous le rappeliez, surtout à quelques mois seulement des élections présidentielles. Moi, j'aime bien aussi Ouais. l'argument, ça permet aux gens de se rappeler Oui, c'est ça. qu'il y a une épidémie. Comme si des gens l'avaient Comme on a une oublié. mémoire de poisson rouge, Oui. c'est vrai qu'entre Comme si des gens l'avaient oublié. entre le domicile et Donc, le métro... si j'ai bien compris, demain matin, j'ai deux lettres à aller poster. Je vous demande de me croire. C'est vrai, elles sont posées sur le petit bureau à l'entrée, à la maison. Elles sont timbrées. Donc demain matin, je vais aller dans la rue, faire 200 mètres jusqu'à la poste. Oui. Je serai en Bien extérieur masqué. tout seul. N'oubliez pas le masque. Et là, j'ai intérêt à avoir mon masque. Et si vous voulez Et je sortir de poste en- LCI et vous dire, tiens, si j'allais me balader vers le Pont des Arts avec un très beau livre que La Chute de Camus pour lire un peu, eh ben, si vous n'avez pas votre masque, quelqu'un viendra vous dire, en disant, Monsieur Brunet, c'est honteux ce que vous êtes en train de faire. Et comme d'habitude, une pensée pour les policiers et pour les gendarmes. C'est pas 135 heureusement euros. humilié Rien en place d'autre à publique comme faire. en Chine, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais Donc- en donc effet, c'est c'est moins des pire. décisions complètement absurdes. Et moi, je pense que le politique devrait avoir l'humilité de dire, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire. Ou alors, en effet, cette solution-là n'est pas utile. Et je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. On ne consent qu'à ce que l'on comprend. Et en l'occurrence là, la mesure est complètement, est incompréhensible. Et sur ce qu'il y avait dans le bandeau tout à l'heure, la colère des élus, Jean Castex nous avait plus ou moins vendu quand même le retour du fameux binôme maire-préfet. Et là, on voit, et notamment, si j'ai bien compris et lu à Paris, que c'est le préfet de police et les préfets partout en France qui décident, on va dire, de manière un peu unilatérale. Sans concertation. On avait sans Philippe concertation Boujon, avec le les maire élus. du 15e arrondissement. C'est Voilà. exactement ce qu'il nous a dit. La décision Exactement. a été prise, on n'était absolument pas au courant. C'est ce qu'a dit aussi Valérie Ce qui Pécresse plaide ce matin à finalement, RTL. ouais. Elle dit, pardon, Non, non, je cette t'en prie. question du masque à Paris n'a été discutée avec aucun des élus de la capitale, ni avec la présidente de la Mais nous non de plus, France. on n'était pas au courant. Parce que ouais. en fait, on n'était pas au courant non plus, pardon, mais il y a une conférence de presse du Premier ministre et du ministre de l'avait la dit. Santé lundi. Ouais. Oui, mais. Il l'avait laissé entendre. On savait que D'accord, c'était- mais laisser entendre ne veut pas dire que la ça. décision, la décision aurait pu être annoncée par le Premier ministre. Elle ne l'a pas été, ni par le ministre Ouais, de mais la il a, Santé. laissé, il a dit, Mais parce- je laisse. oui, il donc laissait c'est- au préfet. Pardon de le dire, c'est un peu faux de cul. mettre en C'est un place peu le faux- masque C'est ce que là où j'allais c'était utile. utiliser le terme de Voilà. duplicité. Bah, Arlette l'a j'ai dit faux cul. On a Voilà. l'impression que le Premier ministre avait décidé, mais pour ne pas assumer la responsabilité, il a dit c'est les préfets et les maires qui le feront, et finalement c'est ce que les préfets. Est-ce qu'on pourrait remontrer, s'il vous plaît, Nicolas, qui est dans la régie, est-ce qu'on pourrait remontrer la carte des 40 départements français qui, demain matin, contraindront leur population à se déplacer masqués en extérieur? Est-ce qu'on a la carte, s'il vous plaît? Parce que ça, c'est assez intéressant. Elle va arriver dans un petit instant. Je rappelle que d'ailleurs, si on contrevient à cette disposition, on a une amende 135 euros. 135 Mais en euros. fait, on revient, pardonnez-moi, on revient. discutait tout à l'heure, c'est le Voilà, le les premier départements. confinement. Vous voyez, donc l'Ouest, le Sud-Ouest, Marseille, le Var, voilà, la Côte d'Or, je vois, la Et en plus, Moselle. pas du tout toute une partie du littoral où on peut aller se balader sur le front Ouais. de mer. Donc Bon. c'est ça qui est bien. Alors donc c'est 135 euros si jamais vous contrevenez à ces dispositions, mesdames, messieurs, si vous sortez demain dans ces départements en extérieur sans masque. Mais je ne résiste pas au plaisir un peu gourmand de vous montrer ces images que nous avons montrées au tout début de l'émission. Mais si vous n'étiez pas avec nous, vous allez les revoir. En Chine, si vous contrevenez aux dispositions, c'est pas 135 euros d'amende. C'est pas du tout 135 euros d'amende. C'est, comment on pourrait appeler ça, une espèce de défilé de la honte. Une humiliation. Ouais, c'est ça, une humiliation. Défilé de la honte. Regardez, ces Chinois en blanc qui ont un Humiliation portrait publique. autour du cou, eh bien, vivent une humiliation publique car ils ont désobéi aux règles en matière de confinement. Donc, ils sont encadrés par 2 policiers qui ont les tenues jaunes et Avec jaune, grises. ouais. Et au milieu, avec leurs propres photos, Ouais, et leur nom. portrait, Et leur et nom. leur ici. nom, Alors non. ils défilent. Non, mais je C'est trouve ça absolument Ils avaient fascinant. contrevenu aux règles sanitaires. Hein. Mais enfin, c'est pas parce que c'est bien pire en Chine qu'il faut se satisfaire des mesures Ah non, bien sûr. inutiles qui sont prises en France. Ouais. Bien. Vous voulez pas la justification de l'exécutif sur le port du masque à l'extérieur? Si. Si. Que dit l'exécutif Ben, Il je se sais pas, justifie deux secrétaires d'État étaient sur LCI aujourd'hui, écoutez. Ah, Ah, mais- on les a perdus, les 2 mais secrétaires on va d'État. les Non, mal à on les a justifier, retrouvés c'est ça. et ils sont là. C'est utile dans les endroits à l'extérieur où souvent il y a beaucoup de passages, où on peut se retrouver parfois en grande proximité, en attendant un transport public, etc. Et donc c'est pour ça que le masque est réactivé dans certaines zones. L'idée, c'est de pouvoir mieux se protéger quand, encore une fois, il y a parfois de la promiscuité ou beaucoup de brassage. C'est jamais pour embêter ou de bon cœur qu'on prend des décisions comme ça. À chaque fois, elles sont territorialisées.
Aujourd'hui, c'est sur le territoire de l'Île-de-France parce qu'il y a une circulation assez élevée du virus. Et encore une fois, avec beaucoup de bon sens et beaucoup de recul, regardez dans la rue. En toute honnêteté, combien de personnes ont recommencé à porter le masque ? Pas facile d'être ministre. Sa question. Les pauvres. Sale boulot. Hein. Les pauvres. Sale boulot. Sa question à la fin. Là, je ne vais pas me faire l'avocat du diable. Là où elle a un tout petit peu raison, c'est qu'en hiver, on avait vu des gens remettre le masque à l'extérieur parce que finalement, ça tient chaud. Il y en a plein qui l'ont fait spontanément. Mais raison de plus pour ne pas l'imposer. Puisque les gens qui en ressentent le besoin le font spontanément. C'est une raison de plus pour ne pas l'imposer. On veut faire l'imposer. confiance au bon sens des gens, à leur esprit civique. On n'a pas besoin. On sait que si on est dans une rue passante, on met le masque. Et c'est un peu une infantilisation. J'ai l'impression qu'on est de retour au mois de mars 2020. C'est même pas une rue passante. Il faut que vous soyez dans un attroupement et au moins 10 ou 15 minutes. Et puis des justifications venant de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au tourisme, qui expliquait qu'il allait peut-être avoir des exceptions dans le train pour boire ou pour manger si éventuellement on voulait avoir notre petite bouteille d'eau ou éventuellement si un bébé peut-être pour si on avait la bonté d'autoriser les conducteurs et surtout les contrôleurs de laisser les parents humblement, évidemment. Abreuver le bébé. Alors, formidable. juste les bébés et les jeunes enfants âgées. ne sont pas masqués dans les trains. on n'a pas le droit de consommer. Il a même dit, on fera peut-être une exception pour ceux qui veulent boire. Ben oui, j'espère. Bien, les amis, seriez-vous d'accord pour que nous parlions quelques instants de la chasse ? Moi, j'adore les débats sur la chasse. Voilà. Quelle est l'actualité, s'il vous plaît, Magali Lunel, sur la chasse ? Il y a encore eu un accident mortel de chasse. Ah oui, donc là, il faut que je départisse de ce sourire parce que c'est une actualité dramatique. Encore une fois, effectivement, un chasseur d'une quarantaine d'années est mort touché à la poitrine par un tir accidentel lors d'une battue au sanglier dans le sud des Landes. Alors, le tireur présumé est un septuagénaire qui participait à cette partie de chasse. Il a été placé en garde à vue et ça s'inscrit dans un contexte. Alors, il y a eu des différents accidents de chasse ces dernières semaines. Ça s'inscrit dans un contexte où il y a eu un décret qui est passé dimanche dernier. Je ne sais pas si c'était un petit peu dans l'indifférence générale parce qu'on était au lendemain de Noël, qui a été considéré comme un cadeau fait aux chasseurs. Alors, on va essayer d'expliquer ce décret. Chaque année, les préfets prennent des arrêtés annuels, c'est chaque année, qui lancent la saison avec là où on y trouve les calendriers, les horaires, les règles de sécurité. D'habitude, entre la date de cette publication de l'arrêté et la prise d'effet, il y a 20 jours. Eh bien, ce délai, avec cette décision de dimanche, a été réduit à 7 jours. Et c'est normalement dans ce délai que les associations de défense des animaux peuvent saisir la justice. Là, évidemment, en 7 jours, ils n'auront pas l'occasion de le faire. Parce que le temps de prendre connaissance de l'arrêté, de travailler et de monter le dossier, le temps de saisir la justice, d'après elle, c'est trop tard. Voilà ce que dit Alain Bougain-Dubourg. C'est une méthode désolante et peu glorieuse et un cadeau de plus pour les chasseurs. Vous êtes sceptique. Mais c'est n'importe quoi. À chaque fois. Qu'est-ce qui est n'importe quoi ? Les arguments d'Alain Bougain-Dubourg. On peut discuter des mesures sur la chasse. Est-ce que c'est pas assez sécurisé Mais ce qu'il dit sur le délai, ces associations-là, quel que soit le contenu des arrêtés en question, attaquent et saisissent la justice systématiquement. Donc c'est pour éviter que les associations ne saisissent la justice. Mais non, elles le feront. Elles le font de 20 jours à 7 jours. Elles peuvent le faire. Quel est l'intérêt ? Elles peuvent le faire. Le geste politique. Exactement. Voilà. En faveur des chasseurs. Mais en faveur des chasseurs, mais on ne va pas le découvrir, ça. Depuis le début de son quinquennat, il me semble, et tout le monde pourra le témoigner autour de ce plateau, qu'Emmanuel Macron favorise les chasseurs. Alors on est pour, on est contre, mais c'est politique. Je vous annonce, mesdames, messieurs, que nous sommes par Skype, en liaison et en direct, avec l'homme qui a fait aimer la chasse à Emmanuel Macron, le célèbre lobbyiste des chasseurs, l'immense Thierry Coste. Bonjour Thierry Coste. Bonjour Éric Brunet. Vous allez bien ? Je vais très bien. Un sourire un peu insolent. Est-ce que le président de la République est toujours l'ami des chasseurs ? Pourquoi je n'aurais pas de sourire Pardonnez-moi. C'était une simple blague, je vous rassure. Ah bon ? Pardonnez-moi, je suis heureux, je suis à la campagne, je suis dans mon village et on va bientôt faire les fêtes. Alors pardonnez-moi, j'ai le droit d'avoir le sourire, même si l'actualité est dramatique. Est-ce que le président de la République aime toujours la chasse ? Je crois qu'il en a fait la démonstration depuis le début, donc on ne va pas remettre en cause son engagement sur le sujet, mais on regarde toujours le petit bout de la lorgnette.
J'aimerais même pas parler du décret dont on parle, parce que un de vos intervenants l'a parfaitement décrit. Le décret dont on parle, c'est juste un prétexte pour faire une communication anti-chasse. Le décret, quand il est préparé, il est écrit, il est diffusé à tout le monde, et ensuite il y a 20 jours de consultation publique. C'est seulement après ces 20 jours qu'il y a effectivement le décret définitif qui est arrêté. Et au lieu d'avoir un délai de 20 jours, on est dans un pays soviétique. On a des délais de 20 jours qui se succèdent. Donc on arrivait bientôt à 2 mois pour juste un arrêté qui ne concerne pas les anti-chasses, qui concerne l'État et l'organisation de la chasse qui se fait. Vous plaidez l'efficacité administrative, en fait, là. Mais ce délai a été réduit uniquement pour ça, administrative, mais il y a 20 jours. Il y a 20 jours où tout le monde est informé du texte exact qui va être préparé, qui sera toujours modifié éventuellement à la marge. Donc les ONG qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'interdire la chasse, voilà, se plaignent parce qu'elles n'ont pas le temps. C'est qu'avant que le préfet ne prenne cet arrêté, toutes les associations connaissent son contenu. Mais bien sûr, vous savez à tel point que Alain Baugrain-Dubourg, qui dit qu'il y a un formidable cadeau aux chasseurs. Il a un de ses membres qui siège au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Lorsque le gouvernement a présenté, il y a 1 mois et demi, le décret, ils se sont abstenus. Ils n'ont même pas voté contre. Donc c'est une déclaration tout à fait de campagne. Emmanuel Macron ne fait pas de cadeau particulier aux chasseurs. Il a considéré que les chasseurs étaient des acteurs utiles dans la biodiversité, comme les ONG le sont pour autre chose, et basta. Voilà, aujourd'hui, la biodiversité, si vous pensez qu'il y a eu un monopole de la chasse, on avait un office national de la chasse et de la faune sauvage. On était majoritaire. Le président de la République a créé l'OFB, l'Office français de la biodiversité. On est 3 membres sur 40. Mais justement, nous, on plaide pour être des acteurs de la biodiversité. Donc, il faut accepter qu'on ait des règles qui soient plus contraignantes et qu'on ne soit pas majoritaire. Mais on ne va pas pour autant quelquefois, les règles se sont plaindre. contraignantes. Par exemple, il y a eu pas mal d'arrêtés autorisant les chasses traditionnelles contre l'avis de ce qui se passe en Europe, par exemple. Madame, les chasses traditionnelles, qui sont une spécialité française, elles ont été acceptées pendant 25 ans par le Conseil d'État. Nicolas Hulot, François de Rugy ont signé des arrêtés sur les chasses traditionnelles. Il n'y a eu aucun problème. C'est juste le Conseil d'État qui a changé d'avis radicalement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Mais c'est des chasses qui prélèvent très peu d'oiseaux. Et à côté de ça, quand on ne pratique pas cette chasse-là, sur ces mêmes oiseaux, on les chasse au fusil. Donc c'est une hypocrisie totale. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Si Jadot est content avec ça, moi ça m'inquiète parce qu'il y a bien des sujets sur la biodiversité qui mériteraient un vrai débat, alors qu'on parle de sujets totalement anecdotiques. Ce décret, je vous dis, la LPO n'a même pas voté contre et elle vient témoigner comme quoi c'est un scandale et un cadeau aux chasseurs. On se moque de tout le monde, là. Thierry Coste, il y a dans l'actualité assez régulièrement, alors certes une régularité espacée, mais tout de même des accidents et des morts à la chasse. Parfois des gens extérieurs à la chasse, aux scènes de chasse, et parfois, comme c'est le cas assez récemment, des chasseurs eux-mêmes qui décèdent suite à un coup de fusil, accidentel bien sûr. Oui, mais ça, désolé, mais on a une pratique. On utilise un fusil. Enfin, je vous rappelle qu'on n'a pas besoin d'utiliser un fusil pour mourir ou faire mourir son voisin. On a très peu de morts à la chasse. C'est tant mieux. C'est parce que depuis 20 ans, on est mobilisé à fond pour que les consignes de sécurité soient de plus en plus strictes. Aujourd'hui, on est entre 4 et 7 morts. C'est toujours 4 ou 7 morts de trop. On en parle énormément quand c'est un mort extérieur à la chasse. On en parle beaucoup moins quand c'est un chasseur qui tue un autre chasseur. Désolé, mais je vois pas pourquoi. Dans ces cas-là, autant en parler. Mais on a 200 morts en vélo. Je suis désolé, on n'en parle pas souvent. Donc il n'y a pas de problème d'encadrement de la chasse pour vous aujourd'hui en France? Ah, mais non seulement il n'y a pas de problème, mais avant, on avait 50 à 80 morts par an. Maintenant, on en a 5, 7 ou 10. La randonnée pédestre, elle fait 40 morts par an. Pardonnez-moi. Donc, ça montre bien qu'on a une activité, et c'est pour ça qu'on a souhaité
qu'on reforme tous les 10 ans les chasseurs, mais toutes les semaines, lorsque vous allez chasser, le responsable de la chasse est obligé de vous rappeler les consignes de sécurité. Vous êtes obligé d'entendre ça toutes les semaines. Et c'est tant mieux. On n'arrivera sans doute jamais à 0 mort, mais objectivement, aujourd'hui, on va plutôt dans le bon sens. Et vous pouvez remarquer, à part les ONG qui dénoncent tout ça, les associations de randonneurs, de vététistes, etc., elles dialoguent avec nous parce qu'on doit trouver des solutions ensemble. Parce que moi, ma vraie crainte, c'est celle des gens qui ne connaissent plus la nature, plus la campagne, et qui, lorsqu'ils entendent un coup de fusil pendant la période de chasse, disent on peut plus sortir, on peut plus emmener les enfants en forêt, etc. Et c'est ça qui est dommage. Parce juste que une dernière question, pardon de passer d'un sujet dramatique à peut-être un sujet un peu plus électoral. On est à quelques mois de la présidentielle. Est-ce qu'Emmanuel Macron est le candidat des chasseurs? Écoutez, le monde de la chasse, je pense qu'il est suffisamment diversifié avec nos 4 millions de personnes qui détiennent un permis de chasse pour qu'on ne classe pas les gens comme ça. Emmanuel Macron a fait le job pendant 5 ans et il est sans doute le premier des présidents à en avoir fait autant, mais non pas sur la chasse, aussi sur la police de l'environnement et aussi sur la biodiversité. Alors, moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui apprécient quelqu'un qui n'a pas juste fait des promesses électorales. Moi, j'ai cette chance d'avoir parlé, comme Nicolas Hulot, à l'oreille des 3 autres présidents. J'ai quand même constaté qu'il ne s'intéressait à nous qu'en période électorale, alors qu'Emmanuel Macron a engagé des réformes plutôt dérangeantes. D'ailleurs, il y en a encore une qui va arriver, qui concerne le monde agricole. C'est l'indemnisation des dégâts agricoles à cause des sangliers, et c'est un sujet hyper sensible. Donc, Emmanuel Macron n'a jamais arrêté de faire des réformes avec le monde de la chasse. Hélas, elles n'ont pas toutes marché, parce que le Conseil d'État sur les chasses traditionnelles s'est acharné. Donc, vous voyez, mais il a un excellent bilan. Mais par contre, l'organisation officielle du monde de la chasse rencontrera tous les candidats, enfin, tous ceux qui veulent bien parler avec nous, puisque Jadot et Mélenchon refusent tout dialogue. Merci Thierry Coste pour ces... Vous vous souvenez de l'émission qu'il y avait sur TF1 la nuit il y a une vingtaine d'années sur la chasse? On n'était pas loin de ça. Vous vous souvenez pas? Non. Ça s'appelait Histoire naturelle. Histoire naturelle. On n'a pas tous eu les mêmes oui, c'était il y a quelques il était années. il était pas né. Voilà. Donc ce soir, c'était un peu Histoire naturelle avec Thierry Coste sur la chasse. On rappelle juste 2 informations. Donc Omicron, ça y est devenu majoritaire en France. Et puis, puisqu'on parlait d'Emmanuel Macron, évidemment, les vœux du président de la République seront à suivre en direct sur LCI demain à 20h sur notre antenne. Et nous serons là. Et nous serons là. Vous serez au rendez-vous avec Merci les amis, maintenant on va aller se coucher. Vous qui êtes déjà dans votre lit, j'imagine, mesdames, messieurs, ou allongés dans un canapé dans le salon, eh bien vous pouvez regarder sur LCI la suite de nos programmes, car vous le savez, la nuit sur LCI, nous avons les moyens de vous faire veiller. Belle nuit à tous.